Donc on va commencer notre deuxième session. Merci d'être venu assister à notre congrès, assister à cette session. Alors, il y a un petit changement de programme puisque Léa Le Gouy n'a pas pu se déplacer finalement, ce qui fait qu'on va pouvoir prendre un petit peu plus de temps pour les intervenants, pour les questions, et avec un peu de chance, on aura terminé pour pouvoir voir une démonstration de Christian Siroit qui aura lieu dans la rotonde et qui sera ensuite suivie d'une discussion avec les artistes qui sont en ce moment exposés dans la rotonde, comme vous avez pu le voir à votre passage. Donc je vais laisser la parole tout d'abord à Thibaut Hébert, avec une petite présentation, bien sûr. Thibaut Hébert, donc, il est doctorant à Sorbonne Université, donc au sein de l'UMR Orient et Méditerranée et dans l'équipe Antiquité classique et tardive. Il est titulaire d'un master d'archéologie, parcours texte, terrain, vestiges, obtenu également à Sorbonne Université. Et il prépare depuis 2023 une thèse intitulée « Du patrimoine didactique à l'archéologie des maquettes » sous la direction de Caroline Michel Danoisville et de Manuel Royot. Voilà, donc je vous laisse la parole. Merci pour cette présentation et je tiens également à remercier l'INHA ainsi que les organisateurs du congrès pour avoir retenu ma présentation, mais évidemment aussi pour leur travail et leur dévouement. Alors, au mois de septembre, le musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye avait publié dans Archéologia cet objet du mois à propos d'une maquette de la porte d'Auguste. L'intuition et la réflexion sur un support aussi anodin m'obligeaient à aller plus loin que leur article, d'autant qu'il existe en réalité non pas une seule maquette de ce monument, mais 3 qui sont réalisées par le même individu et qui proposent autant de restitutions très différentes. Ce congrès rotonde, c'était donc l'occasion de redonner de la visibilité à ces objets qui rentrent parfaitement dans le sujet du jour. Et nous voici donc, ce jeudi 3 avril, à parler de maquettes. Alors ces 3 objets, comme je vous le disais, sont l'œuvre d'un même personnage qui s'appelle Auguste Pelé. C'est un antiquaire nîmois qui est membre de plusieurs académies et qui est nommé en 1840 inspecteur des monuments historiques. Ce terme d'antiquaire que je reprends ici reflète assez mal la personnalité et le travail du personnage, mais c'est évidemment sous cette dénomination qu'il est nommé de son vivant, faute de l'invention à ce moment d'un meilleur mot. Il désigne les membres des sociétés savantes qui étudient ou au moins qui expriment un goût particulier pour l'Antiquité. Mais Pelé ne s'adonne pas simplement à sa passion, il l'étudie avec une méthodologie et une rigueur que l'on peut aisément qualifier de scientifique. Il est clairement l'acteur d'une discipline archéologique, et si on peut me reprocher l'usage de ce mot anachronique, je me permets quand même de l'employer, et je m'efforcerai de vous prouver par l'étude de ces restitutions en maquette que l'utilisation du mot est justifiée. C'est donc un personnage qui travaille à Nîmes, qui s'intéresse au patrimoine architectural qu'il a sous ses yeux. Il a tout à fait conscience que les monuments qui l'entourent tendent à disparaître, de manière naturelle d'abord, puisque la végétation reprend le pas sur les constructions humaines, les pierres s'usent et les colonnes s'affaissent. Mais aussi et surtout, si je puis dire, de manière anthropique. Et notre protagoniste n'aura de cesse de critiquer les restaurations catastrophiques qui s'opèrent tout au long du XIXe siècle, qui dénaturent les monuments et fait disparaître à jamais certains témoignages en donnant des images nouvelles, bien loin de ce qu'ils avaient pu être par le passé. Voici même ce que l'on peut lire dans des échanges qu'il a avec une personne qui se revendique un admirateur anonyme. La citation donc, que je vous ai mis ici, « Quant aux restaurateurs inintelligents ou inhabiles, leurs atteintes sont peut-être plus fatales encore que les pillages des visiteurs, car elles défigurent les monuments, au point de les rendre presque méconnaissables. Il ne devrait être permis d'y toucher qu'à ceux qui savent, non pas restaurer, mais seulement soutenir et conserver. » Et je vous rappelle les mots de Chateaubriand dans Le génie du christianisme. Les destructions des hommes sont d'ailleurs plus violentes et plus complètes que celles des âges. Les secondes minent, les premières renversent. Quand Dieu, pour des raisons qui nous sont inconnues, veut hâter les ruines du monde, il ordonne au temps de prêter sa faux à l'homme, et le temps nous voit avec épouvante ravager dans un clin d'œil ce qui lui mit des siècles à détruire. Alors pour pallier à la perte irrémédiable de tous ces monuments, il faut absolument les documenter au maximum, dans leur état visible, et dont on sait très bien qu'ils vont disparaître. Ces témoignages nécessaires sont évidemment des descriptions textuelles, mais ce sont également des images comme des gravures ou des tableaux, mais aussi, dans le cas qui nous concerne, des modèles en 3 dimensions. Donc Auguste Pelé va faire toute une série de maquettes de monuments antiques dans leur état ruiné, et notamment cette maquette donc, de la porte d'Auguste, vous reconnaissez celle qui a été publiée dans Archéologia, représentée donc dans son état visible au début du XXe siècle. Et de manière un petit peu curieuse, Pelé va décider de ne pas s'arrêter là, et il va également réaliser cette autre restitution, non plus de l'état moderne cette fois-ci, mais de son état antique présupposé, et on se retrouve avec quelque chose qui fait beaucoup penser aux envois de Rome. Il n'est malheureusement pas possible de connaître la date exacte de réalisation de ces maquettes, mais on peut au moins affirmer qu'elles sont antérieures à l'année 1849. Alors comment affirmer cela ?
Eh bien, c'est au cours de cette année 1849 que la porte d'Auguste est fouillée par Charles-Auguste Questel, qui est un grand prix de Rome. Et ce qui est absolument génial, c'est que Pelé lui-même va participer à cette fouille. Il va la documenter de manière extrêmement précise, en dressant ici un plan et une élévation. Mais surtout, il va s'essayer à quelques tentatives de restitution à partir des nouvelles données extraites lors de la fouille. En particulier, donc, il réalise cette troisième maquette, qui est donc l'état de la porte après la fouille, avec quand même quelques ajouts personnels, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Le travail de Pelé s'inscrit donc dans le temps long et nous fait parvenir aujourd'hui une véritable accumulation de publications et de reproductions en modèle réduit sur la porte d'Auguste. La démarche que je proposerai s'attachera autant à comprendre le besoin de cette démultiplication qu'à mettre en évidence les évolutions de la pensée de Pelé dans les représentations qu'il propose. C'est effectivement la rigueur scientifique de l'archéologue qui le pousse à se remettre en question, à corriger ses erreurs, et ce n'est que par l'étude conjointe de sa production littéraire et manufacturière qu'il est possible de la rendre visible. Enfin, il conviendra de s'interroger sur l'intérêt de ces objets aujourd'hui, c'est-à-dire sur la manière dont ils permettent d'appréhender l'histoire de l'étude de la porte d'Auguste par le prisme de ce support particulier qui va faire de la maquette une véritable archive de l'archéologie. Le choix de la maquette et de son matériau est mûrement réfléchi par Pelé. La maquette permet, de fait, de considérer le monument sous tous ses angles et laisse au regardeur le choix de la plus éloquente perspective. L'ajout de la troisième dimension et l'obligation de considérer tous les points de vue obligent d'ailleurs à tout représenter. Aucun détail ne peut être caché par un autre depuis un certain point de vue, comme on pourrait le faire avec un dessin. Et cela force Pelé à ne pas s'abandonner à la facilité, à étudier chaque pierre d'un monument avec minutie pour ne rien oublier, même pas une petite fissure, au point que lors d'un voyage dans le midi de la France, Prosper Mérimée va reconnaître dans cette maquette de l'amphithéâtre de Nîmes une dalle brisée sur laquelle il a manqué de tomber et de s'y rompre le cou. Par ailleurs, le relief est le meilleur moyen de donner une impression de réel, et on peut lire dans un hommage que Pelé avait fait cette réflexion, après bien d'autres sans doute, que le relief seul donne une impression véritable des monuments, que le dessin, avec ses lignes tracées sur le papier, et la peinture avec sa couleur répandue sur la toile ne reproduisent que d'une manière imparfaite. L'étude de l'architecture chez Pelé ne s'arrête jamais à l'évocation d'un seul état de l'édifice, mais considère toute sa vie, de son édification à sa destruction, en passant par ses remplois et ses modifications. Le meilleur moyen de mettre en image cette démarche, c'est de représenter la ruine, qui est l'accumulation de toutes les phases d'occupation et d'abandon d'un édifice. L'épaisseur temporelle de cette ruine isole chaque instant de la vie de l'édifice, en faisant de ce dernier une fraction temporelle qu'on peut distinguer d'une autre. Il est presque impossible de déceler le passage entre chacune de ces fractions, et la ruine est finalement l'accumulation de toutes les séquences qui font l'architecture, c'est-à-dire sa conception, son utilisation et sa destruction. Le terme de ruine que j'emploie ici fait donc sienne la traduction anglaise de ruination, qui est le fait de tomber en ruine. Le processus et l'état final forment une même réalité. Le monument voit se succéder les générations, les régimes et les époques. De par sa longévité, il est un lien entre toutes ces temporalités, et la ruine est finalement la rupture de ce lien. Elle porte une charge émotionnelle et affective, et sa représentation tend à recréer un pont entre le passé et le présent, entre le visible et l'invisible. La représentation de la ruine est en fait un pars pro toto, c'est-à-dire que les assises de pierre encore visibles évoquent celles qui ne sont plus. Ainsi, la mise en image n'exalte pas uniquement les valeurs des décombres, mais également celles du monument tel qu'il était par le passé. C'est à ce moment que l'on entrevoit l'idée d'un enseignement de la ruine comme une spatialisation du temps. Son étude oblige à considérer toutes les phases de la vie du monument. Alors Pelé donc cherche à renseigner toute l'évolution de la porte d'Auguste, de son édification au temps moderne. Il parle des temps qui lui sont contemporains pour aller vers son édification. Il remonte le temps comme l'archéologue moderne qui fouille les strates les plus anciennes, logiquement les plus hautes, vers les plus récentes, logiquement les plus hautes, vers les plus anciennes. À défaut d'utiliser les mêmes méthodes, il suit en tout cas la même démarche. Cette dernière est particulièrement visible dans ses textes sur la porte d'Auguste, où il relate en premier l'opportunité de la fouille, puis remonte les époques jusqu'à l'Antiquité. Il part des observations historiques de ses pairs pour aller vers l'étude matérielle des vestiges encore en place. Autrement dit, il part d'un constat pour fixer une problématique archéologique dont la réponse sera donnée par la fouille. Il fait en somme une véritable étude stratigraphique du monument, sans jamais la nommer ainsi, c'est évident. Alors comment est-ce que cela fonctionne exactement ? Alors commençons donc par cette première tentative de restitution. Donc restitution de l'état antique, réalisée avant la fouille du monument du 149. Alors comment est-ce que Pelé s'y prend pour imaginer la porte telle qu'elle avait pu être par le passé, au 1er siècle, au moment de son édification ? Alors la source première qu'il a à sa disposition et qui est la plus évidente, c'est évidemment la source autopsique, c'est-à-dire étymologiquement ce qu'il a pu voir par lui-même. C'est-à-dire donc l'ensemble des observations faites à partir des traces laissées sur la pierre. Et ce qui est bien, c'est que cette maquette, cette restitution de l'état moderne, nous permet de savoir exactement ce qu'il a vu, ou au contraire ce qu'il a pu manquer. La précision de cette restitution de l'état moderne de l'édifice rend par ailleurs compte de petits détails qui semblent anodins et qui démontrent un goût pour l'anecdotique. Mais ils peuvent également être des témoins exceptionnels de la société du XIXe siècle. On voit par exemple un panneau qui interdit formellement de jeter des déchets.
il fournit un renseignement important sur la considération pour l'Antiquité à ce moment-là. L'interdiction du rejet est effectivement, très probablement, le signe d'un gage culturel et d'un intérêt pour la porte. La précision dans la réalisation des maisons modernes est également impressionnante. Même s'il n'est pas possible de considérer le degré de fidélité, on peut simplement constater quelques différences avec cette gravure anonyme sensiblement réalisée en même temps, même si dans l'ensemble, tous les détails se retrouvent dans les deux images, jusqu'au cadran solaire posé sur la façade de l'immeuble. Alors, dans la première moitié du XIXe siècle, la porte est en partie dégagée et plutôt bien conservée. Les 4 grandes arcades qui percent la muraille sont encore debout, et on se souvient que la porte était encadrée par 2 tours semi-circulaires démolies en 1898. En particulier, l'une des 2 tours a totalement disparu sous les remblais de terre sur lesquels un immeuble s'est construit, tandis que la seconde est encore en partie visible. On a bien ce même témoignage dans cette gravure d'Auguste Dauzat ou dans celle-ci d'Eugène Gervais, par exemple, même si, effectivement, le nombre d'assises encore visibles semble varier. Tous ces éléments sont correctement restitués sur la maquette. La porte d'Auguste a de fait subi les ravages du temps, les pillages et les remploi des éléments de construction, jusqu'à servir de soubassement pour une ancienne forteresse médiévale. Ce fut sur un ordre exprès du roi Charles VI, qui en passant à Nîmes, avait jugé par lui-même que cette ville méritait par sa situation d'être soigneusement mise en défense. À ce moment, les 2 tours semi-circulaires sont vraisemblablement encore utilisées dans la forteresse médiévale, comme Pertus l'imagine ici dans son tableau. Philippe de Valois, roi de France, est reçu à Nîmes en 1336, aujourd'hui conservé au musée de la vie moderne. Notez bien la présence d'une galerie au-dessus des baies, dont rien ne témoigne la présence aujourd'hui. Je me sens obligé de mentionner... je passe sur ça. Au-dessus du premier niveau d'arcade subsiste encore l'entablement, soutenu par 2 taureaux à mi-corps, placés immédiatement au-dessus de la clé de voûte. Il est constitué d'une architrave et d'une frise, qui portent une inscription sur 2 lignes. Les lettres de bronze ont disparu, mais les rainures dans lesquelles elles étaient enchâssées nous ont heureusement conservé ce précieux document, qui fixe la construction des murailles antiques à la 8e année de la puissance tribunicienne d'Auguste. Cette inscription est correctement restituée sur cette maquette, mais également sur les gravures que je vous mentionnais un petit peu plus tôt. Pelé invente également une corniche au-dessus de la frise décorée. La hauteur de la porte, comme on le voit ici, ne s'élevait déjà plus au-dessus de son inscription. Dans un texte posthume, on apprend que par analogie avec les portes d'Autun, certains antiquaires, dont Pelé lui-même, imaginaient avant la fouille un niveau d'élévation supérieur. Pour autant, il n'est pas du tout envisagé dans la première restitution en maquette que je vous montre ici. Il réalise à la place un toit plat sans même considérer un système d'évacuation des eaux de pluie. En 2 niches subsistent également au-dessus des portes piétonnes. En 1839, Pelé indique qu'elles abritaient probablement par le passé des statues, sans doute les divinités protectrices de la colonie. Et il précise quelques années plus tard qu'il s'agissait vraisemblablement des princes de la jeunesse, Caius et Lucius, dont une inscription donnait au premier de ces princes le titre de patron de la colonie. Cela nous amène à la fouille de 1849. Elle permet de remettre au jour des éléments disparus, mais amène également son lot de nouvelles découvertes. Ce qu'il reste des 2 tours semi-circulaires est redégagé, c'est-à-dire simplement le socle, laissant apparaître une élégante moulure qui logiquement ne figurait pas dans la première restitution de Pelé. Le pavé romain sous la porte cochère de droite est redécouvert en même temps que l'aqueduc qui achemine les eaux de Lago. Pelé profite également de ces fouilles pour porter un regard plus minutieux aux détails et note par exemple l'absence de crapaudine et en déduit que les portes ne se fermaient pas. En revanche, 2 trous sur les murs latéraux lui font penser que dans certaines circonstances, à l'approche de la nuit par exemple, ces ouvertures se fermaient par un ventail retenu à l'intérieur par de fortes solives fixées dans ces trous. Il note également la trace de 2 rainures verticales dans l'ébrasement de la porte. C'est pour lui la trace d'une herse qui se divisait en 2. Cette dernière n'existait pas dans ses premières restitutions. Elle n'était pas restituée et on ne voit pas la trace de son négatif dans la maquette de l'état moderne d'avant-fouille. Cela montre une évolution dans la méthode de Pelé, qui semble s'intéresser davantage aux plus infimes traces du passé laissées sur la pierre lorsque les années passent. Mais surtout, un fragment de corniche est redécouvert lors des fouilles de 1849. Il prouve de manière évidente que le premier ordre était surmonté d'un second niveau. En particulier, la découverte d'un voussoir montre qu'il s'agissait d'une galerie arcade qui permettait de passer d'une tour à l'autre sans avoir besoin de redescendre dans la rue. La taille et la forme du voussoir définit précisément la longueur des arcades, et une pierre formant la largeur entière du pied droit définit leurs intervalles. Pelé en déduit logiquement un nombre de 6 arcades séparées par des colonnes, dont la position se trouve au-dessus de la décoration du niveau inférieur, c'est-à-dire à l'aplomb de chaque pilastre, de la colonnette du milieu et des 2 taureaux à mi-corps. Cette restitution est donc visible dans cette dernière maquette. Elle est le résultat des déductions faites par l'archéologue à partir des blocs mis au jour, qu'il a sous les yeux, corrélativement avec ce qu'il a pu observer à Autun, et met en place un modèle théorique. La comparaison et la mise en série, qui sont le propre de l'archéologie, ne fonctionnent pas seulement pour la céramique, mais également pour l'architecture, et voilà ce que l'on peut lire chez Pelé. Chez les anciens, les édifices qui avaient la même destination avaient aussi la même forme. Les maisons particulières de Pompéi,
les amphithéâtres, les cirques, les théâtres romains qui existent, viennent à l'appui de cette vérité. Il paraîtrait naturel d'après cela de rétablir le plan de la porte d'Auguste, d'après celui des 2 portes romaines, parfaitement conservées à Autun. Il faut quand même noter que sur cette maquette, cette galerie arcade était probablement un élément qui était possible de retirer, et on voit encore un petit système de tubes métalliques qui permettait d'enchasser les 2 parties, et qui ont été collés à une époque probablement plus moderne. Cette maquette est donc d'abord la représentation de la ruine. C'est un état transitoire, ce que je disais, qui n'est pas immuable, et l'archéologue le montre en y ajoutant ses hypothèses de restitution. Mais ce n'est sûrement pas tout, et je m'attarderai ici à une hypothèse. Le choix de la ruine est une caution qui permet une marge d'erreur. Cette maquette est une vision fantasmée entre réalité intangible et imaginaire. Elle ne compte plus de rigueur scientifique, et on ne peut pas lui reprocher de potentielles erreurs. Alors aujourd'hui, les maquettes n'ont plus rien à voir avec ce qu'elles avaient pu être à l'époque. C'en est fini du temps où tout le monde admirait les monuments miniatures dans le cabinet de Pelé, à l'instar de la grande-duchesse Hélène de Russie, de Viollet-le-Duc ou de Chateaubriand par exemple. Cette époque, où l'État, comme on le voit ici, s'était senti obligé de racheter toute la collection Pelé pour l'école des beaux-arts, afin d'enflammer l'imaginaire des étudiants. La maquette a perdu sa fonction pédagogique. Une analyse rapide de ces objets tend d'ailleurs à montrer la prolifération d'erreurs, et il est inimaginable d'étudier l'Antiquité par le biais de ce support. Dans une lettre datée du 4 mars 1902, le directeur de l'École nationale des beaux-arts affirme à propos des maquettes qu'elles sont de nature à fausser le goût, au point qu'il faut les soustraire au regard des élèves, et dans une autre du 21 avril, critique la médiocrité des restaurations. Pour autant, la perte du rôle pédagogique de ces objets ne justifie pas leur destruction. Ils doivent porter un discours différent et s'adjoindre une dimension patrimoniale nouvelle. Mais plus encore, la maquette doit devenir une véritable archive de l'archéologie. Elle est un témoignage et une restitution de la fouille, de ses résultats, de son état, à l'image des maquettes de nécropoles marseillaises que je vous mets ici, réalisées par Hippolyte Augier, dont il ne subsiste plus aucune trace de la fouille, à tel point que la carte archéologique de la Gaule se base sur les maquettes pour documenter le terrain. La maquette est donc une double restitution d'un état passé et d'un état récent. Cela en fait un outil dans la compréhension à la fois du passé antique, mais également un outil de compréhension d'un passé beaucoup plus proche, non plus du moment de la création du monument, mais de celle de son image. Elle est donc autant un instantané de la fouille qu'un instantané de la recherche. On voit bien qu'elle témoigne d'un état du monument à un moment donné, mais également des connaissances sur ce dernier dans la même temporalité, qui amènent évidemment à des hypothèses de restitution. Elle fonctionne comme tout dessin, mais avec quelque chose en plus, qui est l'ajout de la 3e dimension. Les maquettes archéologiques de Pelé s'attachent au détail. Ce n'est pas uniquement l'enveloppe du bâtiment qui importe, mais sa structure, sa construction et son histoire. C'est une source de premier ordre pour envisager une taphonomie d'un édifice, documenter son évolution, sa fouille, ses destructions, naturelles ou anthropiques, mais également ses restaurations. Finalement, le modèle réduit redevient un véritable outil scientifique. La recherche, c'est avant tout la transmission d'un savoir, et force est de constater que la maquette porte difficilement ce rôle. À défaut d'avoir transmis un savoir académique, elle a en tout cas apporté un lot considérable d'images nouvelles. Ce sont d'abord d'autres maquettes réalisées par des profanes qui, fiers de leur production, envoient des photos de leur réalisation au conservateur du musée de la Romanité à Nîmes ou au maire de Nîmes. Cette imagerie nouvelle aurait également pu adjoindre les évocations de Jean-Claude Golvin. Toutefois, il paraît peu probable qu'il s'inspire des maquettes de Pelé, alors même qu'il les connaît, et va jusqu'à faire une exposition à Nîmes sur la comparaison entre ces dernières et ses propres dessins. Dans la représentation qu'il propose ici de la porte d'Auguste, le nombre d'arcades est différent de celui invoqué par Pelé. Il reproduit plus vraisemblablement, par analogie, les portes d'Arroux et de Saint-André, à Autun, en reprenant le même nombre d'arcades. Le socle diffère également de la réalité, et les niches restent vides. L'origine de tous ces choix, faits par Golvin, sont probablement cette gravure, de François Germé-Durand. Finalement, on a gardé cette idée que la 3 dimensions est une plus mauvaise restitution qu'une image planimétrique, et c'est le support qui pose encore problème dans l'imaginaire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on réserve 10 minutes de questions pour l'ensemble des intervenants, pour pouvoir vraiment créer un dialogue entre toutes ces interventions. Et on va passer à l'intervention suivante. Excusez-moi. Donc l'intervention suivante est présentée par Tian Ho, qui est doctorante à l'EPHE, à l'École pratique des hautes études, au sein du Centre de recherche sur les civilisations de l'Asie orientale. Elle est diplômée d'un master d'histoire et civilisation ancienne de l'Université d'Artois
Et elle prépare depuis 2024 une thèse intitulée « De la matérialité à l'immatérialité de la culture du char dans la Chine ancienne ». Une étude des fonctions et des valeurs symboliques du char pour les vivants et les morts à partir des vestiges archéologiques de la dynastie Zhou. Et cette thèse, elle la prépare sous la direction d'Olivier Venture. Voilà, donc je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc je remercie très chaleureusement les organisatrices pour la tenue de ce colloque. Ma communication est intitulée « La reconstitution d'un musée avec la reproduction des statues en terre cuite et des chars en bronze ». Ma présentation est inspirée par une exposition itinérante à Bruxelles qui a eu lieu fin 2024, présentant des reproductions de chars en bronze et les statues en terre cuite. Ce sont des objets faisant partie de l'armée en terre cuite du mausolée du premier empereur des Qing, qui est décédé en 210 avant notre ère. Lors de leur découverte, les 2 chars en bronze du mausolée du premier empereur sont alors réduits à l'état de fragments, comme vous voyez sur la photo en haut. Leurs restaurations se font principalement sur la position des fragments dans la fosse. Après plusieurs années dans un laboratoire d'archéologie, ces chars en bronze sont entièrement restaurés, comme vous voyez sur les photos en bas. Ils sont aussitôt classés comme patrimoine de première importance pour la civilisation chinoise et exposés dans le musée de l'armée en terre cuite à Xi'an, dans le centre de la Chine. Donc, sur la photo à gauche. De ce fait, il est interdit de les sortir du territoire chinois. Pour les présenter à l'étranger, des reproductions sont fabriquées. Selon les thèmes du site internet de l'exposition à Bruxelles, une reconstitution immersive avec spectacle de son et lumière est proposée aux visiteurs. Ainsi, il revient de se demander en quoi une reproduction du contenu du mausolée, exposée dans le cadre d'une exposition, peut-elle être définie comme une reconstitution. Qui plus est, lorsque les objets exposés sont la reconstitution d'une reconstitution à l'échelle réelle de la véritable armée du premier empereur il y a 2000 ans. Je reviendrai sur ce point plus tard. Cette exposition itinérante, avant d'arriver à Bruxelles, a déjà eu lieu à Naples en 2017 et à Milan en 2019. Je vous présente d'abord brièvement le contenu et la disposition de cette expo. Une partie du contenu du mausolée du premier empereur est reproduite et exposée aux visiteurs de l'expo. Après une première salle avec des panneaux explicatifs de l'histoire de la dynastie des Qing, des reproductions assez fidèles à taille d'origine des statues de l'armée en terre cuite se trouvent dans la deuxième salle, comme vous voyez sur la photo en haut à gauche. Il y a une sélection des différents types de statues. Des statues jugées les plus représentatives de l'armée en terre cuite ont été choisies pour être exposées. Ce choix est fait en fonction de leur rang, qui est extériorisé par le costume, l'armure et la coiffure. Puis, dans la salle suivante, il y a une reproduction en taille réduite des 2 chars en bronze, comme vous voyez sur la photo en bas à gauche. Ensuite, il y a une salle expliquant la fabrication des statues en terre cuite, sur laquelle je reviendrai. Dans la dernière salle, il y a la reproduction d'une parcelle de la fosse de l'armée en terre cuite. Comme vous voyez sur la photo à droite, les statues en terre cuite sont reproduites dans l'état restauré. Je voudrais attirer votre attention sur les chars en bois dans cette fosse reproduite. Il y a 2 chars en bois dans cette partie reproduite. L'un est reconstitué dans son état d'usage, comme vous voyez sur la photo à droite. On voit au centre, il a un char en bois en noir, alors que l'autre est reproduit dans son état de ruine. Comme vous voyez sur l'autre photo, on voit que derrière le chevaux, il a seulement le timon en bois et sur le sol, en fait, le bois sont en poussière, donc on voit en fait quasiment rien. Les 2 états de chars sont donc montrés aux visiteurs. Une partie du musée du mausolée de l'armée en terre cuite à Xi'an en Chine est ainsi reconstituée de cette manière, c'est-à-dire
avec des reproductions de certains objets faisant partie de musées d'origine en Chine. Il s'agit donc d'une reconstitution d'un musée de vestiges et non pas la reconstitution des vestiges. Cette expo comprend aussi des écrans montrant des images du musée à Xi'an, une vidéo d'entretien du paysan qui a découvert pour la première fois après 2 millénaires une statue en terre cuite, et une autre vidéo en dessin animé expliquant le rôle des soldats de rangs différents. Cette expo évoque chez les visiteurs une atmosphère d'un lointain qui est autant géographique qu'historique. Elle est une reconstitution à plusieurs niveaux, car l'armée en terre cuite à Xi'an avait pour vocation de reconstituer d'une manière réaliste la véritable armée du premier empereur dans son propre tombeau il y a environ 2000 ans. Lors de la redécouverte de ces vestiges en 1974, ces statues étaient en état de ruine, comme vous voyez sur la photo à droite. Très peu de statues étaient debout. Elles sont donc être restaurées avant d'être reproduites pour être exposées à l'étranger. Donc vous voyez sur l'image, au centre, ce sont les statues en terre cuite restaurées en Chine aujourd'hui. Et sur la photo à gauche, ce sont les statues reproduites et exposées à Bruxelles. Si on peut considérer que la reproduction des objets est plus ou moins fidèle à leur modèle d'origine, malgré les imperfections dans les détails, leur disposition n'est pas identique. Les statues sont disposées dans une salle à l'entrée de l'expo. Les visiteurs peuvent les regarder de près. Pour les chars en bronze, dans le musée du mausolée à Xi'an, ils sont protégés par les grands vitres, comme vous pouvez le constater sur cette photo à gauche. Les vitres ont la hauteur d'un étage, avec des écrans géants au-dessus. Alors que dans l'expo, ils sont réduits en taille et exposés sans aucune protection. Sur la photo à droite, je suis derrière un des deux chars pour donner une échelle. Tandis que pour la fosse, seulement une petite partie de la grande fosse est reproduite. Vous voyez sur la photo à gauche, sur les côtés, il y a une galerie où circulent les visiteurs, à peine visible, compte tenu de la taille de la fosse. Et à droite, seulement une petite parcelle de la fin de cette grande fosse est reproduite. Ici, il y a aussi une galerie. On voit quelques visiteurs au fond. Quant aux matériaux utilisés, j'attire votre attention sur les chars reproduits. Comme je m'intéresse aux chars dans la Chine ancienne, qui sont l'objet d'études de ma thèse, je constatais des imperfections dans les détails de la reproduction des chars en bronze. Par exemple, le visage du cocher est différent. Les plis des manches et du col de son vêtement ne sont pas identiques. Donc, vous avez à gauche le char d'origine en Chine aujourd'hui et à droite la reproduction. En plus, la qualité du métal utilisé pour la reproduction est inférieure. Les feuilles de bronze pour les reines sont beaucoup plus fines et les reines se sont déjà détachées de la main du cocher. Et les finitions sont simplifiées avec des détails moins développés. Par exemple, pour la décoration de la bride circulaire, les motifs sont plus développés pour les chars en bronze d'origine sur les photos à gauche. Et sur les chars reproduits, on voit à peine les décorations sur la partie circulaire. Pour reproduire les ruines de chars en bois, je constatais que les mousses sont utilisées. Je relevais ce détail qu'on retrouve par ailleurs dans les autres musées de chars antiques en Chine, comprenant des reconstitutions de vestiges de chars en bois. On peut constater sur la photo à gauche, il y a une reproduction du vestige de la roue, donc par terre. De près, on peut voir sur la photo à droite, c'est fait en mousse, donc en dessous la partie qui est pliée comme ça. Donc, on voit la mousse en jaune recouverte de sable pour imiter les ruines.
Donc, à partir de ce que je viens de vous montrer, on peut remarquer donc une sélection par rapport aux vestiges à reproduire et une adaptation à la salle d'expo de la taille des vestiges reproduits, ainsi qu'une inégalité dans la qualité des objets reproduits. Il s'agit donc d'une reproduction de certaines pièces du musée du Mausolée qui constitue une reconstitution du cadre du musée de Xi'an en Chine, dans l'expo à Bruxelles. Ce n'est pas une reconstitution d'un événement historique, mais une reconstitution d'un musée de vestiges archéologiques qui existe encore aujourd'hui après la restauration. Maintenant, je voudrais vous parler de la restitution de la chaîne opératoire de la fabrication des statues en terre cuite. Afin de reproduire des statues en terre cuite, des processus artisanaux ont été amenés par un professeur de sculpture de l'École des Beaux-Arts de Xi'an de 1979, soit 5 ans après la redécouverte de la première statue. Vous avez sa photo à gauche, mais son objectif était principalement de reproduire un objet qui se veut identique, mais pas de comprendre la chaîne opératoire de la fabrication des statues. Dans le rapport de fouille de l'armée en terre cuite, des hypothèses sur le processus de fabrication des statues sont proposées. À partir des observations des morceaux de terre cuite à l'intérieur des statues, il est proposé que les statues soient façonnées à la main, depuis les jambes jusqu'aux épaules. La tête est façonnée séparément avant d'être posée. Le socle est fabriqué avec des moules en bois ou en terre cuite. Des retouches sont appliquées par des outils métalliques pointus. Malheureusement, les vestiges des ateliers ne sont toujours pas découverts. Des connaissances sur les moules, des outils et des fours restent inconnues. En 1992, on a procédé à l'archéologie expérimentale. Une expérience est conduite par le directeur du musée de l'armée en terre cuite, un sculpteur professionnel et des archéologues. Cette expérience a pour l'objectif principal de restituer la chaîne opératoire de la fabrication des statues en terre cuite, dans une perspective à la fois scientifique et touristique. Scientifique, car l'un des objectifs est de vérifier les hypothèses sur les techniques de fabrication des statues en terre cuite. Touristique, car un autre objectif de cette expérience est de pouvoir fabriquer des reproductions de statues pour les expositions. Dans l'article rapportant cette expérience, le processus de façonnage et de cuisson ont été expliqués, qui correspond aux hypothèses formulées dans le rapport de fouille que je viens d'expliquer. Mais il n'y a aucune mention sur l'outillage pour dessiner les détails, par exemple le visage ou les cheveux. Toujours aujourd'hui, des sculpteurs travaillent en permanence au sein du musée pour réaliser des reproductions, comme vous voyez sur la photo à droite. Mais ces sculpteurs sont très peu nombreux, car la reproduction des œuvres d'art historiques ne constitue pas un travail intéressant pour les artistes. Revenons sur l'expo itinérante. Il y a une salle consacrée à la fabrication des statues. Il y a des statues représentant des artisans à l'époque qui sont chargés de différentes étapes comme le façonnage. D'abord les jambes sur la photo en bas à gauche, ensuite le corps et les bras, puis la tête est façonnée séparément avant d'être posée sur le corps. Enfin, la statue est transportée par 4 personnes pour la cuisson, comme sur la photo en haut à droite. Cependant, des statues reproduites et exposées dans l'expo itinérante ne sont pas fabriquées de cette manière. Il est expliqué sur des panneaux de l'expo que les statues sont reproduites avec des moules et des moules sont exposés. Par exemple, à gauche, il y a des moules pour le pied et à droite, des moules pour les oreilles, le torse et d'autres. En plus, une vidéo dans laquelle un artisan est en train de mettre de l'argile dans les moules est montrée aux visiteurs. Donc, seules les reproductions sont mouillées, alors que les originaux sont façonnés à la main. On peut avancer l'hypothèse que ces différences sont voulues pour distinguer les originaux et les reproductions pour préserver l'authenticité par rapport aux copies.
Pour conclure, cette expo itinérante a pour but de donner à foi aux visiteurs de l'expo un vestige qui existe encore aujourd'hui, mais dans un lieu lointain. Les vestiges sont reproduits d'une manière qui se veut identique, mais on peut toujours observer des imperfections. Cette reconstitution d'une fosse funéraire du mausolée est adaptée à la superficie de la salle de l'expo, et des sélections ont été faites pour représenter seulement des statues et les objets les plus représentatifs, à savoir les chars-en-bronze. Cette reconstitution du cadre d'un musée, à savoir le mausolée du premier empereur, avec des reproductions de vestiges, évoque chez les visiteurs une impression d'être sur place. Il est intéressant comme un cas d'étude en muséologie pour la reconstitution. Certes, les objets exposés ne peuvent pas servir de source pour les recherches scientifiques, par exemple sur les chars ou sur les pratiques funéraires. Je vous remercie de votre attention. Alors, merci beaucoup. Nous allons passer à la dernière présentation avant les questions et puis quelques minutes de pause. Donc, je vais donner la parole à Antoine Liénard, après l'avoir très rapidement présenté. Donc, il est doctorant à Sorbonne Université au sein du centre André Chastel. Il est diplômé d'un master en histoire de l'art de Sorbonne Université, spécialisé dans l'art du vitrail, et il prépare depuis 2022 une thèse intitulée « Les vitraux du haut chœur de la cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais de Soissons, XIIIe siècle », sous la direction de Sylvie Balcon-Berry. Donc nous allons lancer la vidéo, mais avant, vous vouliez dire quelques mots. Eh bien, juste avant de commencer, en fait, je voulais, même si je le dis déjà dans la vidéo, je voulais de vive voix remercier les organisatrices ainsi que les membres du comité d'organisation pour avoir retenu ma proposition de communication, mais également avoir permis de préenregistrer ma communication afin de s'adapter à mon handicap. Donc pour cela, je tenais à les remercier de vive voix, même si je le fais dans l'enregistrement. Je vous remercie. Bonjour à tous. Avant de débuter cette communication, je vais tout d'abord chaleureusement remercier les organisatrices du congrès pour avoir retenu ma communication, mais également m'avoir permis de la préenregistrer aujourd'hui. Travaillant sur les vitraux médiévaux de la cathédrale de Soissons, j'ai pu appréhender l'histoire mouvementée du patrimoine vitré de cet édifice. En effet, les guerres, les changements de goût et les restaurations mal avisées ont eu raison d'un ensemble qui se voulait ambitieux. Lors de mon travail de recherche, il est rapidement devenu nécessaire de mettre en œuvre des restitutions successives des verrières de la cathédrale, ce qui me conduisit pendant mon temps libre à m'intéresser aux différents états de la rose de la cathédrale de Soissons, qui ne fait pas partie de mon sujet de thèse. Pour autant, ce qui commença comme un hobby révéla un certain intérêt dans l'étude de ce sujet. Tout d'abord, parce que cette rose créée par Édouard Didron dans la seconde moitié du XIXe siècle et détruite sous les bombardements de la Première Guerre mondiale n'a pratiquement jamais été étudiée. Et parce que cela permettrait aussi de redonner à voir un ensemble vitré créé autour des quelques fragments conservés de vitraux ayant survécu à l'explosion de la poudrière du bastion Saint-Remy en 1815, située à 150 mètres de la cathédrale, et qui souffla l'ensemble des vitraux. Le travail de restitution et d'analyse est encore en cours, mais déjà suffisamment bien avancé pour pouvoir vous en parler aujourd'hui. Cette présentation restera par ailleurs relativement succincte, car dans le domaine du vitrail, la restitution dans le sens retrouver un vitrail perdu et le traduire sur un support physique ou numérique est quelque chose d'assez inédit. Et avant de pouvoir aborder plus en profondeur ce sujet, il est nécessaire d'en explorer les bases. C'est pourquoi mon propos s'intéressera tout d'abord à la reconnaissance des sources utilisables, à la réalisation de ces restitutions, avant d'engager quelques réflexions sur les différentes possibilités de présentation de ces restitutions. Mais avant d'aborder directement ce sujet, il est nécessaire de s'intéresser en premier lieu au vitrail en lui-même, car sa plastique, ses contraintes et ses avantages sont très méconnus encore du grand public que de la communauté scientifique. Un vitrail est, pour résumer, un puzzle de verre et de plomb inséré en alternance et permettant d'obtenir à la fin du montage un panneau d'une taille et d'une forme prédéfinie.
Les pièces de verre préparées pendant la coupe sont insérées à l'intérieur de baguettes de plomb, un métal malléable à la main, dont le profilé ressemble à un H couché. Ce sont précisément ces espaces entre les ailes du H qui accueillent les pièces de verre, qui seront elles-mêmes bordées d'une autre baguette de plomb, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'ensemble du panneau soit soudé. L'utilisation de plomb et de verre confère au vitrail une malléabilité exceptionnelle, permettant au maître verrier la possibilité de reprendre, même après coup, un vitrail. Et donc, par exemple, d'en réinsérer des fragments dans d'autres baies, à l'image de ces quelques panneaux restants de la rose que vous pouvez voir en jaune, qui furent insérés dans des verrières du XXe siècle après avoir été redécouvertes en 1975. C'est pourquoi, dans le domaine du vitrail, quand on parle de restitution, il est important de préciser de quel type nous parlons. Il y a bien évidemment le fil rouge de cette communication, à savoir la recréation des vitraux en eux-mêmes, mais il en existe d'autres, indispensables d'ailleurs à notre entreprise. Il y a par exemple la restitution du sujet iconographique, ainsi que la reconnaissance des panneaux d'une verrière et de leur emplacement dans leur baie. Car une verrière n'est pas constituée d'un seul panneau de vitrail, mais de plusieurs, et dans le cas de la rose de la cathédrale de Soissons, de 174 panneaux de vitrail, que l'on peut retrouver donc soit dans d'autres baies de la cathédrale ou dans des collections extérieures. L'une des premières sources à chercher et consulter pour la restitution d'une verrière perdue, ce sont les fragments de la dite verrière. Le centre de conservation et d'études de Soissons conserve quelques exemples de panneaux de notre rose, sans mentionner les médaillons et les lobes réinsérés dans les verrières de la cathédrale. Ces fragments constituent des sources d'informations importantes, tant à la fois pour leur couleur, en donnant la teinte exacte des verres utilisés par les maîtres verriers, mais aussi pour les décors de grisaille, qui, ici, sont très certainement représentatifs de l'entièreté du décor de la rose. Mais nous parlerons de ce point-là plus tard. La seconde source, elle aussi idéale, concerne les maquettes et les cartons de vitraux, c'est-à-dire des dessins et des relevés des vitraux faits à différentes échelles, soit lors de leur création, soit lors de restaurations postérieures. Vous en avez ici un exemple avec un médaillon de la cathédrale Notre-Dame de Reims. Or, ce sont des documents qui ne sont que très rarement conservés. Ce sont des documents techniques qui n'ont pas vocation à être regardés, ce qui explique que nous n'ayons pas conservé, par exemple, les relevés de la baie 100 de la cathédrale de Soissons représentant un jugement dernier qui avait été réutilisé pour pouvoir la recréer après avoir été détruite sous les bombardements de la Première Guerre mondiale. Ces documents donc sont exceptionnels à plusieurs égards parce qu'ici aussi ils redonnent à voir leur chemin de plomb, la couleur des verres utilisés ainsi que les décors de grisaille qu'ils contiennent. L'objet suivant dans notre liste concerne la photographie. Les photographies de vitraux, quand elles existent, ne sont pas toujours exploitables. En effet, leur sujet concerne rarement le vitrail en lui-même, mais l'architecture qui la contient. C'est pourquoi nous nous retrouvons souvent avec des clichés sur lesquels les vitraux sont soit déformés, soit beaucoup trop petits pour être visibles, obligeant donc le chercheur à travailler, si la qualité le permet, avec des détails de l'ordre du millimètre, comme sur cette photographie de la BNF, sur laquelle vous pouvez voir qu'un seul panneau fait 2 mm de côté. Ces trois sources composent les principaux documents utilisables pour la restitution du vitrail. Il en existe bien d'autres, bien évidemment, dont la peinture, le dessin et la gravure, bien que les vitraux n'y soient pas toujours fidèlement représentés, et parfois simplifiés par un simple quadrillage régulier. Et bien qu'il ne s'agisse pas de sources iconographiques, les textes font partie des documents à ne pas négliger. S'il existe très peu de sources descriptives du Moyen-Âge et de la Renaissance, certains commencent à apparaître à partir du milieu du XIXe siècle, et certains allant jusqu'à décrire le sujet et la couleur des vitraux. Pour cette présentation, nous nous intéresserons au cas de l'une des roses donc disparues de la cathédrale, réalisée au XIXe siècle par Édouard Didron et détruite sous les bombardements de la Première Guerre mondiale. Comme il s'agit d'un travail en cours, je prendrai comme exemple un seul rayon de la rose, pour lesquels la restitution est déjà un peu plus sûre, excusez-moi. La première étape consiste en la restitution du réseau de plomb. En théorie, le principe est simple. Il suffit de reporter les plombs visibles sur un logiciel comme par exemple Illustrator ou Photoshop. En pratique, c'est plus compliqué, car la qualité des photographies ne permet pas toujours de voir avec précision les plombs quand ceux-ci n'ont tout simplement pas disparu. Ce qui peut rendre donc ici le travail long et fastidieux.
Sur ces photographies, enfin sur cette photographie et les autres, les plans sont relativement visibles, bien que l'on remarque des zones floues ayant nécessité un peu plus de travail. Mais appliquons donc cette étape à notre pétale. Maintenant que les plans ont été restitués, deux choix sont possibles. En premier, restituer la couleur. En deuxième, restituer la grisaille. Les deux se valent et peuvent se compléter. Mais nous commencerons ici par la couleur. Une photographie en couleur de cette rose se trouve être conservée à la médiathèque du patrimoine ainsi qu'à la fondation Albert Kahn. Il s'agit d'un document inouï pour l'étude de cette rose car elle nous permet vraiment de voir les couleurs, les couleurs de chaque pièce de verre. Et les rendant donc possible leur mise, leur replacement dans ce relevé. Cependant, lorsque les vitraux n'ont pas eu la chance d'avoir été photographiés en couleur, il reste malgré tout possible de travailler avec des photographies en noir et blanc. Pour identifier donc pour la présence de certaines teintes, notamment le rouge. Sur cette photographie, vous pouvez remarquer des zones d'ombre présentes en plein milieu des panneaux. Si celles-ci peuvent avoir été provoquées par la présence de décors de grisaille, elles peuvent aussi avoir été provoquées par la présence de pièces de verre de couleur rouge. En effet, l'utilisation de certains procédés photographiques ne permettait pas à la lumière rouge d'apparaître sur les tirages, car celle-ci ne provoquait aucune réaction du produit photosensible, expliquant alors que seules ces pièces de verre soient représentées en noir. Dans le cas de ce vitrail, l'information donnée par cette absence de lumière nous permet donc de replacer les pièces de couleur rouge dans les fonds ainsi que dans certaines pièces des rinceaux. Ayant terminé avec la couleur, donc, passons aux grisailles. Les photographies que vous pouvez voir correspondent à des panneaux que nous avons conservés de la rose après la Première Guerre mondiale. Ayant un peu triché, j'ai pris pour cette conférence un rayon où nous avons conservé les deux photographies. Or, dans le cas où ces panneaux semblent représentatifs de l'ensemble de la verrière, il est possible d'en appliquer les grisailles aux autres panneaux. L'avantage de cette rose, c'est que par l'étude des plombs et des couleurs, nous savons que le motif de rinceaux végétaux est régulier et se développe sur l'ensemble de la surface vitrée. Il est donc possible de supposer les décors que contenaient certaines pièces, comme vous pouvez le voir ici, avec les comparaisons entre le rayon de gauche et ce panneau de l'oculus central de la rose. Voici donc les quelques étapes de la réalisation des vitraux de la rose de la cathédrale de Soissons, avec ce dernier point abordé de la grisaille qui me permet de faire la transition avec mon second point. Jusqu'où cette démarche reste scientifique. Et à partir de quel moment tombe-t-on dans le spéculatif et l'interprétatif? Car c'est aussi le problème d'engager un travail aussi approfondi. Les choix et partis pris ne reposent pas toujours sur du factuel, mais sur l'interprétation des connaissances, des modèles existants, des comparaisons. Pouvant alors faire basculer la restitution du vitrail non plus d'un domaine scientifique, dans le domaine du vitrail dit archéologique, c'est-à-dire d'une invention réalisée à partir de copies et d'inspirations différentes et parfois exogènes, qui n'a d'archéologique que le nom. Il s'agissait d'un courant assez populaire au XIXe siècle pour compléter les verrières perdues au fil des siècles, notamment pendant les tourments de la Révolution. Cette définition, dans laquelle rentre par ailleurs la rose que nous étudions ici, réalisée pour accompagner les médaillons médiévaux conservés. Pour ne pas tomber dans ce piège de l'invention, il est nécessaire de sonder la marge que l'on peut laisser à l'interprétation ainsi qu'à l'approximation. Ce dernier aspect est tout particulièrement important, notamment dans le cadre des grisailles inconnues que je vous ai montré quelques secondes plus tôt. Je vous ai dit que l'on pouvait supposer le contenu de certaines pièces de verre par leur forme, mais ce n'est évidemment que pure interprétation. S'il semble aisé pour un chercheur spécialiste de son domaine de reconnaître un décor seulement par la forme des pièces de verre, cela ne reste en rien une science exacte et peut facilement amener à des erreurs. J'en veux pour preuve la première version du panneau supérieur de l'oculus central, alors que dans le reste des panneaux, l'organisation serpentine des rinceaux de palmette se développe avec volupté, les rinceaux de la partie supérieure brisent totalement cet effet par une horizontalité détonnante. Il a fallu que je me replonge dans les différents documents pour me rendre compte que cette partie était en effet différente de ce que vous pouvez voir sur la diapositive. Le sujet de la réalisation de ces restitutions terminé, il est maintenant temps de s'intéresser au dernier point de cette communication. Comment les présenter?
Les choix à faire sont différents selon le contexte dans lequel la restitution sera présentée. Par exemple, dans celui d'une publication ou d'une communication scientifique, une simple restitution, comme je vous l'ai montré, se suffira à elle-même, car le plus important est de permettre la lisibilité et la compréhension de la restitution. C'est pourquoi, sur le plan esthétique, il ne faudrait représenter que le strict nécessaire, à savoir les plombs, la couleur et les grisailles qui se trouvent être documentés, en laissant le soin ou non à l'auteur, en laissant le soin à l'auteur de montrer ou non les grisailles qui ont été restituées par extrapolation. Mais dans des contextes bien différents, notamment dans le cadre d'une présentation au grand public, il est possible de partir de cette base scientifique et d'y apporter une certaine liberté créative, sans pour autant sacrifier l'aspect pédagogique. En ce qui concerne l'aspect purement esthétique, il serait possible de prendre une plus grande liberté, notamment dans l'utilisation des corps supposés, ou bien de jouer avec la texture utilisée pour représenter le verre. Car un vitrail n'est pas un support inaltérable, au contraire. Les verres du Moyen-Âge, par exemple, sont particulièrement fragiles face aux agressions météorologiques, pouvant rendre des pièces de verre totalement opaques au fil du temps, ce qui peut facilement se traduire dans ces restitutions. Mais le plus intéressant dans cette liberté créative, c'est le choix de présentation ainsi que le support utilisé. Certains supports sont plus adaptés que d'autres à la représentation du vitrail par l'effet qu'ils peuvent créer. Car le vitrail reste avant tout un art monumental, un art de la lumière, un art de la transparence, qui joue parfois avec le relief du verre, avec la variation de sa translucidité, ce que certains supports représentent avec plus ou moins de succès. D'autant que ces supports doivent aussi s'adapter à leur contexte d'exposition, car dans le cas d'une restitution à échelle, le cadre architectural d'origine n'est pas toujours disponible. En ce qui concerne la rose de la cathédrale de Soissons, la baie est par exemple déjà occupée par la rose créée par l'atelier Gaudin au XXe siècle dans le style Art déco que vous pouvez voir sur la diapositive. Le premier exemple, le plus évident, est bien évidemment l'impression d'un photomontage, permettant de présenter dans n'importe quelle échelle des vitraux, tout en pouvant y inclure des fragments, comme l'a fait le musée de Cluny, pour présenter les quelques vitraux récemment restaurés de la rose de la cathédrale Saint-Maurice d'Angers, ce qui permet à la fois de présenter la restitution, tout en permettant aux spectateurs d'appréhender l'effet du vitrail dans cet ensemble. Mais il est possible d'aller plus loin. L'une des solutions, certes la plus onéreuse, est la reproduction en vitrail de ces restitutions. Cela a déjà été fait, notamment pour l'exemple donné plus tôt des vitraux des cathédrales de Reims et de Soissons, qui rentrent tous deux dans le cadre de la restitution. Mais vous l'aurez certainement compris, bien qu'idéal, le coût constitue une barrière importante à sa mise en œuvre, d'autant que pour des raisons techniques et esthétiques, cette solution convient surtout à des restitutions à échelle. C'est pourquoi il existe d'autres alternatives, comme l'impression sur support translucide, bien que cela ne donne pas forcément le même effet. Que ce soit sur verre ou sur plexiglas, des essais ont déjà été réalisés par le passé, tant dans le domaine de la création, comme à Strasbourg, qu'avec des vitraux, qu'avec des remplacements temporaires des vitraux, comme à la cathédrale de Soissons, par l'utilisation de panneaux de plexiglas imprimés, en attendant que reviennent de restauration les vitraux des baies du Haut-Cœur. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, l'effet n'est pas tout à fait le même, notamment sous la lumière, car les parties noires des plombs et de la peinture laissent en partie passer la lumière. S'il existe encore d'autres solutions, j'aimerais conclure avec celles qui ont récemment retenu mon attention, à savoir les solutions du numérique et notamment de la modélisation et de la réalité virtuelle. Si l'utilisation de ces supports reste encore très marginale et peu considérée, ils offrent pour autant des caractéristiques très intéressantes. Les technologies du numérique sont capables aujourd'hui d'offrir aux spectateurs des modèles en 3 dimensions très poussés, avec des textures haute définition, l'émulation de la réflexion, ainsi que de l'ombrage, et donc permettant de recréer l'ambiance et l'effet de la lumière traversant les vitraux. S'il existe par exemple des projets comme Éternel Notre-Dame, proposant une expérience en réalité virtuelle sur la cathédrale Notre-Dame de Paris, je vais prendre plutôt ici comme exemple la représentation des vitraux par l'équipe en charge du logiciel Titanic Honor and Glory, ayant comme but de réaliser une restitution haute définition du Titanic sur le moteur Unreal Engine. Il s'agit pour moi de la meilleure représentation de vitraux dans un logiciel informatique, par une équipe d'autant plus assez restreinte. Vous pouvez voir donc comment le verre, la lumière et l'occlusion ambiante réagissent sur cette capture d'écran, avec la transmission de la couleur jaune centrale sur le mur. Vous pouvez également voir ces verrières avec un traitement à la fois éclairé et non éclairé
Ce que je trouve personnellement époustouflant, malgré quelques réserves sur la texture du verre, en lui-même parfois un peu trop granuleuse pour ce que la texture réelle devait être. Ce qui est aussi très intéressant, c'est la possibilité de réinstaller ce vitrail dans son contexte d'origine. Ce qui, couplé aux techniques de lasergrammétrie et de photogrammétrie, dans le cas d'édifices existants, donne déjà des exemples intéressants qui, dans le cas de la réalité virtuelle, permet de présenter à l'utilisateur la vue de ces verrières comme s'il y était à l'origine. J'entends par là la restitution des roses ou des fenêtres hautes, dont l'échelle était calculée pour que les décors puissent être vus depuis le sol. Comme le présente par exemple donc, le projet Éternel Notre-Dame. Il s'agit en effet d'une problématique qui se pose y compris lors de l'exposition de vitraux conservés. Si la mise à disposition des spectateurs directement au niveau du sol des vitraux peut permettre d'y voir les détails, comme les verrières donc, de Notre-Dame réalisées par Jacques Le Chevalier et présentées pendant l'exposition sur la querelle des vitraux à la Cité du Vitrail à Troyes, les verrières n'y sont présentées comme des artefacts desquels on aurait retiré tout contexte architectural, et donc intrinsèquement l'ambiance lumineuse et esthétique qu'elle procurait au sein de l'ensemble architectural et de l'ensemble vitré. C'est pourquoi les technologies numériques, et plus particulièrement de la réalité virtuelle, ont, je pense, beaucoup à apporter dans la restitution d'un art aussi compliqué à illustrer, sans passer par son support original, à savoir le vitrail. Comme je l'ai dit donc, la restitution appliquée au vitrail étant un sujet relativement nouveau, il reste encore beaucoup de pistes à explorer pour sa réalisation et sa mise en œuvre. Le vitrail étant un support éternellement modifiable, il n'est pas simple d'en appréhender ses différents états, d'autant lorsque les documents nécessaires sont manquants. Mais lorsqu'ils sont disponibles et suffisamment exploitables, ces documents peuvent permettre de retrouver des ensembles vitrés perdus depuis des décennies, sinon plusieurs siècles, et de les présenter au grand public par l'intermédiaire de nombreux supports. Tant physiques que numériques, apportant avec eux leur lot de contraintes et de bénéfices, mais avec lesquels il est possible de jouer pour montrer aux spectateurs des effets différents. Et je suis personnellement convaincu que la technologie a beaucoup à offrir pour dévoiler la beauté de ces vitraux autrefois disparus. Et parce que je ne résiste pas à l'idée de vous donner un avant-goût du travail accompli jusqu'ici, pour terminer, voici un photomontage de la rose en partie restituée. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup à tous les trois pour vos présentations très complètes sur 3 types de vestiges, donc ce qui nous donne vraiment beaucoup de diversité dans ces interventions. Nous allons pouvoir passer aux questions du public. Et je vais vous laisser ensuite la parole à tous les trois pour répondre aux questions. On va faire passer des micros et vous n'avez qu'à lever la main pour... Voilà. Oui, bonjour. Alors bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour ces super présentations. J'ai juste une toute petite question à Monsieur Antoine. Est-ce que ces vitraux en couleur ont été préparés d'une manière... est-ce que la partie en verre, avec plein de motifs, a été coloriée séparément? Est-ce que ces motifs ont été coloriés séparément et ensuite ont été intercalés dans du plomb, ou est-ce qu'il y a eu des petites parcelles de verre coloriées différemment et puis... vous voulez dire pendant la conception de cette verrière à son origine? Oui, c'est-à-dire la coloration. Alors en fait, le verre à vitrail est teint dans la masse pendant sa réalisation, pendant son soufflage. Il est teint directement dans la masse, donc quand il est soufflé, il est déjà, par exemple, un verre rouge sera déjà rouge.
Après, donc, si j'ai bien compris, vous parliez aussi des décors et des grisailles. Ça, en fait, la grisaille est une étape supplémentaire pendant laquelle on va venir peindre en fait, une mixture environ, enfin, à peu près de pigments, de plomb, qui vont ensuite être appliqués sur le verre et ensuite insérés dans un four qui va venir cuire la peinture et la faire fusionner avec la surface vitrée. D'accord. C'est-à-dire, d'abord, on fait la peinture sur du verre translucide, après on le met dans le four. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci. J'ai une petite question pour Ziyen. J'ai toujours un doute. Est-ce que les matériaux archéologiques préservés, conservés, ils nous permettent de faire des reconstitutions en détail? Par exemple, n'importe quelle exposition, soit en Chine, soit en Bruxelles, soit sur des modèles réduits, on voit très clair des rayons de la roue. Voilà, ce sont des petits détails, mais normalement, pendant les fouilles, je sais que c'est une grande difficulté de fouiller des matériaux en bois parce qu'ils sont pourris et après, c'est vraiment la seule chose qui nous permet de distinguer bois avec la terre, c'est juste de couleur. J'ai aussi entendu des anecdotes, même pour des archéologues qui ont beaucoup d'expérience, c'est très difficile de fouiller le roux. Donc, je me demande, pour toutes ces reconstitutions, est-ce que c'est basé quand même sur des preuves archéologiques? Par exemple, dire il y a 10 rayons sur ce roux, ou c'est une imagination ou... Voilà. Merci pour votre question. C'est une très bonne question. En fait, effectivement, dans l'archéologie, c'est... Comme le bois est réduit en poussière, c'est très difficile, comme vous avez dit, de les distinguer des autres matières dans la fosse, dans un contexte archéologique. Donc, heureusement, on a trouvé vraiment beaucoup de vestiges de chars en bois dans un contexte archéologique. Donc, on a beaucoup de données, mais en général, les chars de cette période, ma période d'études, donc qui découle pendant environ 1000 ans, donc le char n'a pas beaucoup changé. Donc, c'est toujours à peu près le même modèle. Mais comme vous avez dit, les rayons, le nombre de rayons, ça varie de environ 20 à 30, mais plus souvent c'est 24 ou 28 comme ça, ou 26 rayons dans les chars trouvés dans un contexte archéologique. Donc, les reconstitutions dans les musées, très souvent, donc, par exemple, dans l'expo que je parlais, c'est la reproduction du char en bronze. Donc, pour le bronze, c'est beaucoup plus clair que le bois, parce que même s'ils sont réduits en fragments, donc la restauration, c'est plus concret que pour le... C'est impossible de restaurer un char en bois dans son contexte archéologique. On peut que fouiller et restituer les données qui sont pas claires dans une fosse, mais on cherche dans d'autres fosses similaires. Parce que les fosses à chars sont très nombreuses, même dans le même nécropole. Donc, les données sont plus ou moins fiables. Donc, comme sur la photo de ruines reproduites, donc en fait, ça c'est plutôt une mise en scène. Donc, si vous vous souvenez de photos de la roue en ruine qui est reproduite dans l'expo de Bruxelles, donc ça, en fait, c'est plutôt pour donner à voir, pour donner une idée aux visiteurs comment sont les ruines. D'ailleurs, donc voilà. Donc je ne vais pas monopoliser le parole, mais si on peut rediscuter ensuite aussi. Merci beaucoup.
Moi, j'avais une question plus par rapport aux maquettes. Je voulais savoir votre avis du coup par rapport aux plus récentes qui ont été faites, par rapport, par exemple celle de Golvin. Est-ce que par rapport aux données archéologiques, elles vous paraissent plus fiables? Le fait qu'il ait élargi aussi un petit peu la reconstitution. Est-ce qu'on a des éléments, voilà. Alors, moi j'aurais tendance à dire que le projet même que Golvin le résultat qu'il essaye d'obtenir, c'est pas une restitution fidèle, c'est plutôt l'idée d'une évocation de ce à quoi, en prenant des points de vue toujours très généraux, de ce qu'une une ville aurait pu ressembler, plus que ce qu'elle était réellement. Effectivement, il fait toute une série de choix de points de vue qui permettent d'éviter aussi des détails. Avec le point de vue, justement, il va placer un arbre pour cacher ce dont on n'est pas sûr. Donc, d'une certaine manière, ça rajoute de la fidélité, de cacher des détails qu'on ne connaît pas. Mais très clairement, pour avoir rencontré des personnes qui ont travaillé pour lui, qui ont dessiné, il y a une véritable réflexion scientifique derrière, c'est non négligeable, mais le but en lui-même n'est pas le même. Et je pense que la comparaison, en tout cas entre les deux, on peut travailler avec la maquette comme source et le relevé de Golvin comme une autre source, mais le parallèle entre les deux fonctionne assez difficilement, je pense. Mais il y a aussi cette idée qui a été développée dans le livre sous la direction de... Je ne sais même plus, c'était l'architecte et l'archéologue, je crois que ça s'appelait. Avec cette idée que plus on essaye de restituer un monument, plus on arrivera à un résultat proche du réel. Donc, dans tous les cas, il faut toujours essayer. Il ne faut pas essayer de critiquer une restauration en disant qu'elle est mauvaise ou une restitution. En tout cas, il faut essayer de le faire le plus souvent possible et pour se rapprocher justement d'une réalité. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ça va même au-delà et ça répond ça nourrit ma propre réflexion par rapport à ce que je présenterai demain. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, par rapport à la réalité virtuelle, par exemple, ce qui est 3D, c'est beaucoup utilisé aussi en antique, pas sur cette porte-là peut-être. Oui, alors le gros intérêt, je dirais, du numérique. Alors moi, j'avais travaillé en Master 1 sur le plan de Rome de Paul Bigot, qui est une grande maquette de 70 mètres carrés qui représente la Rome antique au IVe siècle, qui est faite donc par le premier Grand Prix de Rome au tout début du XXe. Et son projet, c'était de mettre perpétuellement sa maquette à jour des dernières découvertes. Donc c'était une grande maquette en plâtre et il essayait de suivre toutes les nouvelles découvertes, toutes les fouilles qui avaient lieu à Rome. On conserve encore toutes les lettres qu'il envoie aux archéologues sur place et il modifie sa maquette au fil des dernières découvertes. Le problème, c'est que le plâtre, ça coûte pas forcément très cher, mais en tout cas c'est compliqué de détruire une partie de la maquette pour la reproduire. Cet individu est mort en 1942, personne n'a pris le relais. Donc ces maquettes sont figées dans l'état voulu par Bigot. Le numérique, le gros avantage, c'est qu'on peut facilement faire de modifications. Et le travail donc, de Paul Bigot a été repris aujourd'hui par l'ERLIS à l'Université de Caen. C'est Sophie Madeleine et Philippe Fleury en particulier, qui ont donc créé une grosse numérisation de la Rome antique au IVe siècle, et qui est là, cette fois-ci, mise à jour perpétuellement de dernière découverte. Donc le numérique, l'intérêt premier, je dirais, c'est d'abord le coût financier, le coût marchand, mais aussi la possibilité de pouvoir modifier et de mettre à jour. Et du coup, on va perdre le côté trace archive dont vous parliez. Clairement, la matérialité a toujours un intérêt, qui aujourd'hui a un intérêt, je pense, purement patrimonial, mais en aucun cas un aspect purement scientifique. Mais effectivement, c'est sûr que c'est dommage, et de manière générale, moi c'est ce que je remarque, puisque je suis plus intéressé par les maquettes. Dans des musées, lorsqu'il y a des maquettes, le public passe beaucoup plus de temps devant, parce qu'on a toujours cette dimension, ce rapport à l'enfance, aux jouets. C'est quelque chose qu'on retrouve énormément. Merci. Merci. Alors, je voudrais intervenir sur la maquette de Paul Bigot, puisqu'à côté de moi, il est timide, donc je vais parler à sa place. Eh bien, il a travaillé avec le CIREV et avec Sophie Madeleine et Philippe Fleury, justement. Voilà, donc ça me connaît tous les deux. Ce qui est difficile à restituer dans le virtuel, au-delà du bâti, ce sont les ambiances, notamment lumineuses.
Ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore tout à fait au point. Hein. Je passe ça, notamment sur une maquette qui date du IVe siècle. Donc voilà, ça reste des problématiques encore. C'est extrêmement intéressant, d'ailleurs, sur la volumétrie du bâti. Mais pour tout ce qui est comment dire, ambiance, ce que donnait par exemple se promener à la lueur d'une torche, ça reste quand même des problématiques encore aujourd'hui relativement difficiles à restituer. Ce que j'aimerais ajouter, et qui a été un de mes apports à cette maquette, c'est le fait d'intégrer la présence humaine. Parce que souvent, dans une maquette, on ne se rend pas forcément compte du rapport de proportion par rapport à un être humain, surtout que la Rome antique était effectivement monumentale. Donc rajouter, comme dans un dessin en fait, rajouter la présence humaine, ça a été quelque chose qui a vraiment changé notre vision de ces reconstitutions. Alors si je ne me trompe pas, du coup vous allez peut-être me corriger, je crois que le choix qui était fait par l'Université de Caen, c'est effectivement de ne pas rajouter de personnes humaines, d'ajouter le moins possible de végétation. Pour une raison très simple, c'est que la végétation est beaucoup trop éphémère et qu'on peut très mal la restituer. Et un point de vue effectivement sur la question des individus qu'on va retrouver dans la maquette, il y a aussi cette idée que la maquette de Caen doit être vue, plutôt perçue uniquement du point de vue du piéton antique, dans une idée aussi de restitution, c'est-à-dire que la maquette de Bigot, pour reprendre celle-ci, elle est vue comme un aviateur qui survolerait la ville. Là où la maquette de Caen est perçue uniquement du piéton antique, on ne peut jamais la survoler, avec cette idée justement que pouvoir donner un point de vue qui est en réalité totalement inimaginable et totalement loin des réalités de l'époque, donnerait trop d'importance à la toiture que l'on ne voyait en réalité même pas à l'époque. Ça dépendait du point de vue, du coup, parce qu'effectivement, le truc de Paul Bigot, c'est qu'il aplatit en fait les volumes. C'est 7 collines, et du coup, elles sont beaucoup plus petites que ce qu'elles sont vraiment dans la maquette de Paul Bigot. Mais pourquoi ? C'est un choix qu'il a fait. Moi, la théorie que j'ai avancée sur ces questions-là, c'est que Paul Bigot était aviateur. Oui. Pendant la Première Guerre mondiale, il travaille au camp retranché de la ville de Paris. On a toute une série de photos de l'architecte devant son avion. Et finalement, donc on a cette idée des reliefs qui s'aplatissent parce que justement, c'est la vision de l'aviateur. Quand on prend l'avion aujourd'hui, on se rend encore compte que les reliefs s'aplatissent. Mais aussi la question de la couleur. Sa maquette, elle n'est jamais colorée parce qu'encore une fois, avec de la distance, avec de la hauteur, toutes les couleurs se mélangent dans l'œil humain. Et donc, il choisit cette couleur très neutre du plâtre qui n'est jamais retravaillée, sauf dans le cas de la maquette, je ne sais pas si du coup vous la connaissez, cette maquette de bronze doré qui est conservée à l'Institut Michelet. Oui, tout à fait. Oui. Après, on a travaillé justement pendant ma période d'activité à l'Université de Caen sur la reconstitution de végétation, des personnages et également des spectacles. Donc tout ça est en ligne, si jamais ça vous intéresse. Sur YouTube ? Oui. C'est ça, mais effectivement, je regarderai parce que si on a même l'occasion de discuter un petit peu après. Carrément. Une autre question par rapport au statut en terre cuite. Je me demandais, est-ce que dans la médiation qui est faite de ces en photographie, par exemple pour la presse, des choses comme ça, est-ce que c'est du coup les images reconstituées en Chine qui circulent, ou est-ce que ça peut être celles de l'expo qui sont présentées comme des vraies, ou est-ce qu'il y a toujours la mention à votre connaissance? Oui, je pense qu'il faut penser peut-être au scandale il y a 20 ans, c'est ça? Non. Donc j'aurais pas dû dire. Donc en fait, je crois qu'il a 20 ans. En Allemagne, en France, il a une expo. Donc on n'a pas bien précisé que ce sont les reproductions. Donc les gens n'étaient pas contents. Et donc là, dans cette expo, donc c'est bien précisé que ce sont les reproductions. Donc même dans le site internet, donc c'est bien précisé que c'est une reconstitution avec les reproductions. Donc, sur les photos, donc, dans mon PowerPoint, quand c'est précisé, c'est le musée Hassien, donc c'est vraiment le musée Hassien. Et donc, quand c'est précisé, c'est l'expo, donc ce sont les photos que j'ai prises
j'ai prise pendant ma visite à Bruxelles. Donc, sinon, sur la presse, donc ça dépend le titre de l'article. Si ça parlait de musée ancien, donc c'est plus dans les photos des vrais, donc les authentiques. Donc, surtout la salle de musée, c'est beaucoup plus grand, donc on voit tout de suite que c'est pas la même. Voilà. Alors, s'il n'y a plus d'autres questions, je vous propose qu'on fasse une pause de quelques minutes et nous reprenons à 16h10. Voilà, à tout à l'heure. On va maintenant écouter Eva Lefebvre, qui est doctorante à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et en codirection à l'Université de Bologne. Est au sein de l'UMR Arscan et de l'école universitaire de recherche Archal. Elle est diplômée d'un master d'archéologie des périodes historiques de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et elle prépare depuis 2023 une thèse intitulée « Architecture domestique et palatiale des centres urbains assyriens au bronze récent et à l'âge de fer, 15e, 7e siècle avant notre ère », sous la direction de Pascal Butterlin et le tutorat d'Aline Tenu. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie chaleureusement les organisatrices et organisateurs du Congrès Rotonde, ainsi que le comité scientifique d'avoir accepté donc ma participation. Et je suis très heureuse de pouvoir participer à ces 2 journées et d'écouter toutes ces présentations qui sont passionnantes. Donc, je travaille, comme on l'a dit précédemment, sur les palais et les maisons médio- et néo-assyriennes, et j'ai décidé pour ce congrès de présenter quelque chose d'un peu périphérique, un peu satellite de ma thèse, à savoir les reconstitutions des palais néo-assyriens que j'ai intitulé donc Entre sciences, création et médiation. Donc, la question qu'on se posera pour cette présentation, c'est des premières illustrations dans les publications scientifiques jusqu'au modèle 3D, comment les reconstitutions des palais néo-assyriens permettent-elles un travail scientifique et de médiation autour de ces édifices. Pour répondre à cette problématique, je propose une présentation en 5 temps. Pour commencer, nous ferons un très rapide point de contexte historique et géographique avant de nous pencher sur la documentation pour voir les éléments principaux qui nourrissent les travaux de reconstitution. Ensuite, nous présenterons 2 cas de reconstitution, l'une destinée à la publication et l'autre une installation dans un espace d'exposition destiné avant tout au grand public. Et enfin, nous aborderons la modélisation 3D et ses apports, tant pour la médiation que pour la recherche. Donc, commençons par un rapide contexte. Donc, puissance dominante du Proche-Orient ancien pendant près de 3 siècles, depuis l'avènement d'Assur-Nazir-Pal II en 883 jusqu'à la chute de Ninive en 612 avant notre ère, l'Empire néo-assyrien voit ses frontières s'étendre, contrôlant un territoire large qui couvre la côte levantine, le nord de l'actuelle Syrie, le croissant fertile et le sud des montagnes de l'Anatolie. À la mort d'Ashurbanipal en 627 avant notre ère, l'Empire est en déclin. Une coalition de Mèdes et de Babyloniens conduisent la Syrie au terme de son hégémonie avec le sac de Ninive, la capitale royale, sous le règne d'Ashurbanipal II en 612. C'est un événement important puisque dans le corpus des grands palais royaux assyriens, il n'existe pas de bâtiment qui soit postérieur au palais nord d'Ashurbanipal à Ninive, qui est le dernier grand chantier royal. Dans ce contexte, le système palatial il prédomine en Mésopotamie depuis l'âge du bronze et le palais est essentiel pour la gestion de l'Empire. Définir ce qu'est un palais n'est pas quelque chose d'aisé et pour cette présentation, on va utiliser une définition simple. Le palais, c'est un bâtiment qui sert de logement pour le roi ou pour une personnalité importante, un gouverneur, un haut fonctionnaire par exemple, et sa famille proche. Et les palais sont également des lieux de gestion administrative de l'Empire ou de ses provinces. Et on sait également que les palais peuvent servir de lieu d'artisanat pour certaines formes d'artisanat. Ouais, on ne rentre pas dans les détails. Donc, les palais dont on va parler, donc les palais royaux, se trouvent dans les capitales assyriennes, que sont tour à tour Ashur, Kalrou, Dur-Sharrukin et Ninive. Donc, pour Kalrou et Dur-Sharrukin, je vais alterner entre les noms Khorsabad et Nimroud, puisque ce sont les noms actuels des sites. Mais il existe évidemment d'autres palais importants, comme les palais de gouverneurs dans les grands centres urbains, ou encore les demeures de personnalités importantes de l'Empire. Alors, pour ces édifices, aucune élévation complète ne nous est parvenue, ce qui joue un rôle important pour ce qui concerne les reconstitutions.
Cette absence d'élévation, elle fait l'objet d'une remarque pertinente de Pedro Azara en 2015, je cite « Une œuvre d'architecture n'existe qu'en 3 dimensions, or les restes archéologiques, surtout mésopotamiens, n'offrent généralement que le plan de la structure bâtie. Parfois, il ne reste que les fondations qui ne dépassent pas le niveau du sol, les murs ne s'élèvent pas au-dessus de la tête des visiteurs, les plafonds et les toits, sauf dans de très rares cas, viennent à manquer. Il est donc difficile de juger de la qualité spatiale d'un volume en ruine, si volume il est. » Fin de citation. Donc, s'il ne s'agit pas d'un problème uniquement mésopotamien, il est vrai que, du fait de l'ancienneté des vestiges et de l'utilisation de la brique crue, l'architecture en Mésopotamie ancienne se conserve de manière particulièrement difficile. Ici, je vous ai mis l'exemple de la fouille de Teicher Hamad, avec des bâtiments qui ont parfois une élévation bien conservée sur plusieurs centimètres, voire 1 mètre et plus de hauteur. Et la vue aérienne du site permet de remarquer qu'il n'y a évidemment ni plafond, ni toit, ni quoi que ce soit. Alors, les plans des édifices apportent beaucoup d'informations et sont utilisés pour étudier les palais, mais de par leur nature bidimensionnelle, ils présentent une limite intrinsèque lorsqu'on travaille sur une architecture qui, elle, est en 3 dimensions. C'est pour cela que les reconstitutions sont particulièrement utiles. Ces reconstitutions, elles reposent sur un ensemble important d'éléments qui permettent de réfléchir aux élévations et aux étages. Les décors, comme les orthostates et les briques émaillées, ont l'avantage d'être plus pérennes et permettent parfois d'avoir une idée d'une élévation à un endroit précis, à l'instar de la porte 3 de Khorsabad que je vous présente ici, qui n'est pas une porte de palais, mais qui permet de voir à quoi pouvait ressembler l'architecture assyrienne. Cette porte-là, je vous l'ai présentée parce qu'elle est très utilisée par les auteurs qui cherchent à restituer des élévations de palais. Certains bâtiments présentent encore des décors peints sur plusieurs mètres de hauteur, comme le palais Arsenal à Kalrou. Et ici, vous avez un autre exemple. On a une peinture qui s'est effondrée dans la salle du trône du palais 4 Khorsabad et qui a été reconstituée par les chercheurs, comme vous pouvez le voir sur l'image en bas. Ce qui apporte des informations sur l'élévation de la pièce, mais on reviendra sur ce cas un peu plus tard. Et enfin, des éléments architecturaux, comme les rampes ou les escaliers, que je vous ai localisés ici sur ces plans, poussent à réfléchir à la présence et à la disposition des étages. Donc, voici un exemple d'une rampe de salle de trône. Donc, une rampe, c'est un connecteur vertical constitué de plans inclinés qui permettent d'atteindre des paliers. Lorsqu'on cherche à savoir la fonction de ces rampes, il existe plusieurs hypothèses. Ces rampes, elles peuvent par exemple mener au toit ou à une tribune et peut-être également à des étages qui étaient ouverts ou fermés. Et chacune de ces hypothèses ne contredit pas les autres. Donc tous ces vestiges sont des éléments directs pour la reconstitution des bâtiments, mais d'autres indices peuvent être pris en compte. Parmi ces éléments secondaires, le plus évident, c'est l'iconographie. Vous pouvez voir ici un exemple d'un relief de Dur-Sharoukine qui représente un bitrilani, donc un bâtiment particulier de type syro-hittite qui est souvent utilisé, donc cette image-là est souvent utilisée dans les recherches sur les restitutions d'élévation. Et enfin, les textes, notamment les textes royaux, donnent des informations pour, en partie, le mobilier et les matériaux périssables qui ne nous sont pas forcément parvenus. Alors, le mobilier, c'est une question qui est difficile, et dans les reconstitutions d'architecture, l'espace est souvent représenté sans aucun mobilier, ni meubles, ni tapis, ni objets divers, ce qui n'est pas fidèle à la réalité, et ce qui peut poser des problèmes de compréhension des espaces, notamment, par exemple, on ne sait pas si un espace très grand pouvait être fragmenté par des paravents ou du mobilier amovible. C'est des choses qui, malheureusement, sont particulièrement difficiles à comprendre. Les reconstitutions des palais apparaissent dès les premières publications et sous le fait d'un travail conjoint entre, d'une part, les directeurs de mission et, d'autre part, des artistes qui travaillent avec eux. Le but de ces premières reconstitutions est d'illustrer les publications pour permettre une meilleure compréhension des bâtiments en réfléchissant à leurs élévations. Cela a lieu à une époque durant laquelle les palais sont découverts pour la première fois et les archéologues n'ont pas d'idée préexistante de la physionomie de ces bâtiments. Il s'agit donc d'un travail monumental et particulièrement compliqué. Un exemple est l'illustration numéro 2 dans Monument of Ninive, publiée en 1849. Cette chromolithographie, largement diffusée,
a été réalisée sous la direction d'Austin Henry Layard, qui est archéologue et diplomate anglais, connu pour les fouilles de Nimroud et de Ninive. Mais elle résulte d'un travail collectif avec Owen Jones, qui est architecte et concepteur, Karl Hamburg, qui s'est occupé de la transposition de l'aquarelle qu'on verra tout à l'heure jusqu'à la chromolithographie que vous avez ici, et de Joseph Bonomi, qui est sculpteur, artiste, égyptologue, et qui, pour l'anecdote, ne s'entend pas du tout avec Austin Henry Layard. Ouais. On y reconnaît la salle du trône du palais d'Ashurnasirpal II à Kalrou. Son décor sculpté et son agencement architectural correspondent aux vestiges archéologiques. Et donc, comme je vous l'ai dit, cette image est largement utilisée dans l'enseignement, dans la publication, et comme outil de médiation pour illustrer ce qu'est un palais assyrien aujourd'hui encore. Ce qui est intéressant, c'est que chaque choix dans la reconstitution est étayé par des arguments scientifiques solides, et cela même s'il est possible d'être en désaccord. Donc, on a déjà mentionné la question du décor, mais le sol, qui est couvert de caractères pseudo-cunéiformes, fait référence aux dalles inscrites, dont vous avez un exemple ici à l'écran. Il s'agit en revanche d'une exagération, puisque les sols ne sont pas entièrement couverts de caractères cunéiformes. En réalité, ces dalles, vous les retrouvez surtout au niveau des paliers, au niveau des portes. Il est notable que les caractères ne donnent que l'illusion du cunéiforme, mais on retrouve en revanche une inscription latine qui correspond à une signature de groupe. C'est un détail, mais c'est assez intéressant d'avoir signé de cette manière, quand on sait que justement les inscriptions cunéiformes contiennent des noms, en l'occurrence les noms des rois, qui expliquent, pour le cas des palais, qu'ils ont construit tel ou tel bâtiment. Donc on a une forme de mise en abîme qui est assez intéressante. Concernant l'élévation, 2 points nécessitent d'être soulignés. Premièrement, la hauteur de la salle est trop basse. Le lamassu que vous voyez sur la chromolithographie, et dont je vous ai mis un exemple à côté, mesure 3,50 m de hauteur, ce qui permet de calculer une hauteur sous plafond de 5,10 m pour la reconstitution. Or, si on parle d'un autre bâtiment, ici vous avez la citadelle de Khorsabad avec le palais K. Ce palais appartient à un haut fonctionnaire du roi. Et donc la dimension de la salle principale de réception de ce palais est de 32 mètres par 8,5, et elle est plus petite donc, que la salle du trône du palais nord-ouest d'Ashurnasirpal, qui est représentée dans la chromolithographie. La reconstitution de la peinture de cette salle de réception permet de confirmer une hauteur minimale de 15 mètres de la pièce, soit 3 fois plus que pour la reconstitution, alors que le bâtiment, le palais K en lui-même, est beaucoup plus petit que le palais d'Ashurnasirpal. Donc, cependant, il faut prendre en compte que c'est une information que Layard ne pouvait pas avoir, puisque la peinture du palais K n'a été découverte que près d'un siècle plus tard, dans les années 1930, lors des fouilles de l'Oriental Institute. Donc l'élévation que Layard propose est cohérente avec les connaissances scientifiques dont il disposait. Quant à l'éclairage, on a un éclairage zénital proposé par Layard qui suppose une ouverture très importante dans le toit, permettant à la fois l'éclairage et la ventilation. Eh bien, cette proposition est aujourd'hui largement rejetée car elle ne répond pas de manière satisfaisante aux enjeux de gestion de la chaleur et des pluies. Cette hypothèse pourrait être inspirée par d'autres modèles architecturaux antiques, comme l'impluvium romain par exemple, mais il me semble que cet éclairage zénital évoque plutôt l'idée d'une galerie d'exposition. Et étant donné l'engouement général autour des reliefs lors de leur découverte, on pourrait penser que cette salle du trône est un peu vue comme un lieu avant tout destiné à l'admiration du décor. Ça fonctionne, c'est une hypothèse que je considère comme intéressante, notamment dans la mesure où les musées avaient une grande importance dans le financement des missions archéologiques. En ce qui concerne la polychromie, l'aquarelle colorée par Layard ou sur son instruction présente une gamme de couleurs qui correspond aux vestiges archéologiques, donc du bleu, du jaune, du noir, du blanc, du rouge en particulier, alors que le vert est la couleur dominante de la chromolithographie, et ce, alors qu'il n'y a pas d'attestation archéologique de cette couleur-là, en tout cas pas pour ce bâtiment. Owen Jones, qui est vraisemblablement à l'origine de ces choix de couleurs, attribue les couleurs secondaires et tertiaires à des périodes de déclin culturel et les couleurs primaires à des sociétés prospères. Donc si, comme le supposent Ava Cohen et Stephen Kangas, ce choix est connoté
d'un point de vue idéologique, on comprend mieux pourquoi Layard, qui admire beaucoup les Assyriens, ne fait pas un usage plus important de cette reconstitution dans les publications suivantes. Alors, Owen Jones, justement, il a travaillé sur un autre projet de reconstitution conçu par l'historien de l'architecture James Ferguson sous la supervision d'Austin Henry Layard. Donc on sort ici du domaine des publications scientifiques qui ne sont pas nécessairement accessibles ou lues par un large public. Le Crystal Palace, c'est un édifice conçu à la base pour l'exposition universelle de 1851 et il a accueilli des milliers de visiteurs jusqu'à sa destruction par un incendie en 1936. Dans le Crystal Palace, les reconstitutions permettaient au grand public de parcourir des espaces recréés et Grazia Zafuto note que cette éducation visuelle pouvait être un mode alternatif d'apprentissage pour un public qui n'est pas forcément celui auquel la publication scientifique est destinée en premier lieu. Donc la Nineveh Court, qui est érigée en 1854 au Crystal Palace lorsqu'il a déménagé à Sydenham, proposait 2 pièces, donc l'une de 21 mètres par 9,5 et l'autre de 10 par 6,7. Et ces 2 pièces étaient ornées de moulages de sculptures provenant de Nimroud. Cette reconstitution, elle est paradigmatique. On recrée un espace qui est un espace assyrien. Et Layard affirme que la cour n'est pas une restauration d'aucun bâtiment assyrien réel. Donc, pour ce qui est des reconstitutions de couleurs qui nous avaient intéressés pour la chromolithographie, ici on remarque un parallèle fort avec les couleurs de l'aquarelle, donc les rouges, les jaunes, les bleus, les blancs. Et la réception de ces couleurs par le grand public, cette reconstitution de la polychromie n'a pas laissé les gens indifférents. Il faut noter qu'on est quand même au début des reconstitutions de polychromie, et justement, dans le Crystal Palace, on a plusieurs expositions, donc pas uniquement la cour de Ninive, mais aussi des reproductions d'architecture de Pompéi, des paysages pharaoniques. Donc le grand public est en permanence confronté à ces reconstitutions de polychromie, ce qui permet de dépasser l'absence totale, ou en tout cas l'absence majoritaire de polychromie des œuvres présentées au grand public dans les musées, qui, avec le temps, ont, eux, perdu leur couleur initiale. Pour ce qui est de la façade, dans sa partie basse, elle est calquée sur les vestiges de Khorsabad et de Ninive, et la reconstitution présente 2 niveaux, avec un portique à colonnes à l'étage. Alors, la présence de colonnes dans les palais est motivée par l'iconographie, comme le décor ici du palais nord d'Ashurbanipal à Ninive, qui est une représentation du palais sud-ouest de Sennacherib, sur le même site. Donc là, vous pouvez le voir mieux, on voit 4 colonnes sur des supports en forme de lion. Et ces colonnes, elles font également l'objet de mentions textuelles. Ici, par exemple, vous avez Sennacherib qui, dans une inscription royale, explique qu'il a installé 4 colonnes, donc 2 en bronze et 2 en cèdre. Mais en réalité, on note que les attestations, tant pour les textes que du côté des vestiges archéologiques, et même pour l'iconographie, ne figurent jamais de colonnes aux étages des bâtiments, mais toujours en rez-de-chaussée. Donc c'est une question, cette reconstitution des étages avec des portiques à colonnes, c'est une question un peu compliquée. On note également que le choix fait pour le type de colonne est intéressant. On n'a aucune attestation, aucun vestige archéologique de colonnes assyriennes. On a des bases, mais on n'a aucun fût et on n'a aucun chapiteau. Layard et Ferguson expliquent le choix d'utiliser des colonnes perses, qui est un choix délibéré d'inclure un élément anachronique, justement puisqu'on n'a pas d'idée de l'apparence des potentielles colonnes assyriennes. Donc la cour de Ninive du Crystal Palace n'est pas la seule installation avec pour ambition de recréer des éléments d'architecture assyrienne. Voici par exemple donc une maison assyrienne présentée au public pour l'exposition universelle de 1889. Donc ces installations, elles sont intéressantes puisqu'elles permettent donc une éducation visuelle et elles permettent aussi d'une part de rendre accessibles les données archéologiques au grand public et d'autre part d'expérimenter l'architecture en 3 dimensions.
Mais en revanche, on peut noter une limite de ces installations, qui est qu'elles sont localisées dans des lieux précis, et donc que cela pose des problèmes d'accessibilité. Avec l'essor de la modélisation 3D, il y a un renouvellement dans les pratiques de restitution, de reconstitution, avec des modalités de réalisation, d'utilisation et de diffusion nouvelles. De grands projets de modélisation ont été lancés, souvent en lien avec des documentaires ou des expositions, à l'instar du modèle 3D de Khorsabad réalisé pour une exposition au Louvre-Lens et disponible sur le site du ministère de la Culture, que vous pouvez voir donc ici à l'écran. En revanche, il faut noter qu'on a tendance à accorder plus de crédit scientifique au modèle 3D qu'aux reconstitutions précédentes. Et je tiens à noter que ce n'est pas parce qu'on a de nouvelles technologies que les restitutions sont mieux d'un point de vue scientifique. Et en fait, elles apportent, chaque restitution apporte son lot de questions et de débats. Ici, vous pouvez voir qu'on a une reconstitution qui est très différente de ce qu'on a vu précédemment. Le choix qui a été fait est de ne pas reconstituer de décor là où il n'y en avait pas, mais de fait, on montre au grand public un bâtiment qui est très blanc et qui est très vide de décor, ce qui ne semble pas correspondre pour le coup aux vestiges archéologiques. Et d'autre part, le choix a été fait de représenter le volume de la salle du trône comme très important, avec une façade complètement opaque, ce qui pose également des questions, puisque la reconstitution des étages est une question très complexe. Sans parler du fait qu'une reconstitution comme ça, avec vraiment des façades pleines et même ici on peut le voir, un toit complètement plat et sans ouverture, pose également des questions pour l'éclairage des espaces. En revanche, donc les modèles 3D permettent de s'affranchir de l'espace, donc d'une part de l'espace d'exposition, puisqu'on n'est plus obligé d'aller à un endroit spécifique pour voir une reconstitution, elles sont disponibles sur Internet. On peut également s'affranchir de l'espace en tant que dimension. J'entends par là qu'on ne peut pas faire de reconstitution à l'échelle 1 d'un bâtiment qui fait 60 000 m², alors qu'avec les modèles 3D, on peut recréer en entier des espaces qu'il est possible de visiter en utilisant la réalité virtuelle. Et surtout, ces reconstitutions ont un intérêt scientifique. Et là, je me place un peu en désaccord avec des personnalités comme Sanders, qui sont pionnières dans la modélisation 3D en archéologie, et qui pensent qu'il faut être un expert de la modélisation pour faire des modèles, et que seuls les modèles les plus complets peuvent être utilisés. Alors qu'en réalité, la modélisation peut également servir comme outil purement scientifique. Un modèle n'a pas besoin d'être parfait pour répondre à certaines questions. Et les modèles peuvent être utilisés, par exemple, pour le développement d'autres recherches dans le cadre de l'archéologie sensorielle. Ici, je vous ai mis un exemple très simple, donc une modélisation 3D qui peut permettre de tester des hypothèses. C'est un modèle de la citadelle de Khorsabad qui n'est évidemment pas aussi détaillé que les exemples vus précédemment, mais qui suffit pour le but qui lui est attribué. Donc, sur l'ensemble du corpus de palais, 73% des salles du trône ont leur façade orientée au nord-est. Et ce qu'on voit avec le modèle, c'est que cette orientation leur permet de recevoir les premières lueurs de l'aube, ce qui a une connotation symbolique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça peut être lié notamment à la question de la justice rendue dans ces espaces et le lien avec le dieu de la justice, qui est aussi le dieu du soleil. Et cette orientation permet également, de manière plus pragmatique, d'épargner la façade principale de la salle du trône de la lumière aux heures les plus chaudes. En particulier, ici, on voit au zénith en plein été qu'à partir de midi, la façade principale de la salle du trône est entièrement à l'ombre. Donc la modélisation, ça permet de mettre en avant ce rapport à la lumière, ça permet d'aller bien plus loin, mais ici, ce n'était pas le but de vous présenter cela. En somme, donc, les reconstitutions existent depuis les premières fouilles et permettent une synthèse visuelle des réflexions autour des élévations face à des vestiges qui, parfois, sont difficiles à comprendre. Elles résultent d'un dialogue entre artistes et archéologues et découlent de choix qui montrent une véritable réflexion, une véritable démarche scientifique. Les modèles 3D autorisent à dépasser la contrainte des dimensions des édifices et permettent également de poser une série de questions liées à l'archéologie sensorielle qui ne peuvent être étudiées sans cela. Les reconstitutions sont évidemment importantes
tant pour la science que pour la médiation. Et j'ajouterais que les reconstitutions deviennent à leur tour des modèles pour les interprétations et les reconstitutions futures, comme l'avait démontré Maria Grazia Michele en 2005 dans un article qui s'appelle Immagini d'Architectura, où elle met en avant effectivement le fait que chaque proposition d'interprétation d'élévation en fait, est avant tout nourrie par les anciennes propositions de reconstitution plus que par les vestiges archéologiques. Et je conclurai en vous montrant, alors je suis désolée pour la qualité de cette image, elle est extrêmement difficile à trouver en meilleure qualité sur Internet, mais ici vous avez le set de cœur d'un jeu de cartes qui a été créé par le département de la Défense des États-Unis, et c'est un jeu de cartes sur la préservation des biens culturels qui a été fourni aux soldats américains envoyés en Irak pour les sensibiliser justement au patrimoine archéologique irakien. Et ce que vous voyez pour le set de cœur, c'est que donc, on a toutes les cartes présentent des vestiges archéologiques avec des photos, des sites, etc. Et pour le set de cœur, ce n'est pas une photo d'un vestige, mais c'est bien la reconstitution d'un palais, donc la reconstitution de l'image du livre de Layard, ce qui montre que voilà, les reconstitutions peuvent avoir une importance particulière, tant donc pour la science, pour la médiation et aussi pour la sensibilisation, etc. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette session. Je tiens à vous notifier que Christian Siroit, qui est collectionneur, va faire une présentation de ses archives. Donc, ce sont des manuscrits préparatoires de Finnegan's Wake, de l'auteur James Joyce. Donc, si vous connaissez cet auteur, ça peut être intéressant. Nous allons ensuite avoir donc Alice Bertrand qui va rejoindre les autres artistes dans la rotonde pour avoir vraiment une discussion autour des œuvres qui sont exposées. Et enfin, nous vous convions à un cocktail de fin de journée de ce congrès. Voilà. Merci beaucoup.